et bienvenue dans Entre nous, un podcast autour de conversations inspirantes et engagées avec des personnalités influentes et militantes. Je suis Gala et dans cet épisode, je suis avec Roxane. Nous avons parlé de convergence des luttes, d'être un ou une alliée, de se préserver en tant que militante, d'esprit militant, mais aussi de réfléchir par soi-même. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Roxane. Bonjour Gala. Donc Roxane, tu as 33 ans, tu habites à Paris. Tu es une ancienne hôtesse de l'air, tu es créatrice de contenu, tu es la fondatrice du média Dear Lobbies qui est un média, engagé dans l'écologie. Tu as fondé aussi une agence, de conseil en marketing d'influence durable et de fabrique de récits, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Alors, donc au-delà de ma création de contenu, sur Instagram, et de l'agence, en fait, une de mes spécialités, c'était de répondre à quelque chose qui n'existait pas et que je recherchais, c'est-à-dire, rendre plus digestes les rapports scientifiques. Non pas en les vulgarisant parce que la vulgarisation, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, dans le sens où je pense que tout à chacun peut comprendre, un rapport scientifique, si tant est qu'il ou elle prenne le temps. Mais après, il faut avoir la curiosité. Alors, quand je dis que je traduis un rapport scientifique, c'est que je vais prendre, un passage de ce rapport, donc c'est surtout, concernant l'écologie et donc dans ce rapport, on va expliquer que si on continue, à émettre des émissions de CO2, comme on le fait maintenant, d'ici à 2050, on va se retrouver dans telle situation. Et plutôt que de juste lire ça, moi, je vais imaginer une histoire avec des personnages, des émotions, du sensoriel, qui se passent en 2050 et qui, du coup, expérimentent ce qui est dit dans le rapport. Et donc, de cette manière, les gens qui vont lire cette, fiction ou ce récit vont faire appel à leurs émotions et non plus à la partie, hémisphère factuel du cerveau et vont avoir une espèce de curiosité de se dire: «Alors est-ce que c'est possible ou pas?» et moi, en fait, ma fiction va simplement être un appel vers ce chapitre, du rapport et donc la personne qui a lu cette histoire, va intégrer des infos et va avoir envie de lire ce chapitre. Donc il est toujours aussi indigeste, toujours aussi compliqué à lire avec des termes scientifiques, mais étant donné que tu as lu l'histoire avant et que tu te demandes si c'est possible, tu as la curiosité qui te pousse, en fait, à prendre connaissance de ce contenu scientifique. Donc c'est un peu de la traduction nudge. Quand je dis nudge, en fait, le nudge, c'est une technique marketing qui s'apparente à de la manipulation, en fait, qui amène les gens, à aller d'un point A à un point B sans avoir de réflexion. Donc, je vais te donner un exemple. Un exemple, c'est dans les urinoirs masculins, parfois il y a une mouche au fond de l'urinoir qui est dessinée. Et de cette manière, en fait, ça a été fait pour réduire les frais de nettoyage. Et ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que les hommes s'amusent à viser la mouche. Et ça c'est du nudge. Donc on t'amène à avoir un comportement qui est attendu, mais tu n'y réfléchis pas. Donc, ça peut être, très marrant et très efficace comme cet exemple-là, mais ça peut être aussi dangereux parce qu'on peut t'amener d'un point A à un point B, ce qu'on attend de toi, sans que tu y réfléchisses. Donc c'est dangereux si c'est mal utilisé. Moi, c'est pas vraiment du nudge dans le sens où je t'amène pas d'un point, où tu penses rien à un point où tu penses ce que j'ai envie que tu penses. Je t'amène d'un point A à un point A et demi, même si ça n'existe pas, qui est ton point de réflexion. En fait, je t'amène à la source et ensuite tu construis ton opinion seul. Donc c'est ça je reprends un peu le nudge pour susciter la curiosité, mais mon point B, moi, c'est ton point de réflexion. Donc c'est pas de la manipulation dangereuse. Au contraire, c'est de la manipulation qui suscite l'intérêt pour que des opinions, individuelles puissent émerger. Le but, c'est vraiment d'attiser la curiosité des gens et de les rendre plus autonomes dans leur façon dans leur réflexion, en fait. Ouais, parce que, l'opinion d'affiliation, c'est quand même quelque chose qui est très présent. L'opinion d'affiliation, en fait, c'est quand, tu ne réfléchis pas par toi-même, donc soit par flemme, soit parce que tu as pas le temps de te renseigner, soit pour toute autre raison et en fait, ça t'amène à te dire: «Voilà, j'aime tel parti politique ou j'aime telle personne ou tel influenceur, telle personnalité,
cette personne pense comme ça, alors je vais me rallier à cette pensée sans y avoir réfléchi. Et moi, je suis contre ça parce que c'est ça qui fait que, on en est là, en fait, parce qu'on ne réfléchit plus par nous-mêmes. On peut aussi ne plus réfléchir par nous-mêmes parce qu'on a intégré ce que certains professeurs nous ont dit ou certaines personnes autour de nous nous ont dit ou par rapport au fait qu'on n'a pas forcément fait d'études. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Tout le monde peut réfléchir et je veux juste montrer à tout le monde que justement, la réflexion est accessible à tous et toutes et toutes, en fait. Donc voilà. Mais j'avais vu je crois que c'était un TED Talk, dans lequel en fait justement ça parlait de l'école qui tuait la créativité et la réflexion des élèves en fait et qu'il leur apprenait justement c'était à l'époque, ça avait été vraiment mis en place pour créer de parfaits petits ouvriers de la main-d'œuvre en fait qui va vraiment, agir sans rechigner, c'était vraiment le plus important, qui va suivre les directives et point barre. Et du coup, je pense qu'on évolue effectivement dans un système comme ça qui nous a appris à ne pas réfléchir et à toujours prendre aussi pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, sans le remettre en question. C'est ça qui, à mon sens, est ultra dangereux et ultra problématique aujourd'hui, ouais. Bah, c'est vrai qu'à l'école, enfin, si tu te rappelles, de tes années d'école, enfin, on avait très souvent des choses à apprendre par cœur, et peu d'ouverture à la réflexion, en fait. Et hem et moi, je me rappelle que j'ai très longtemps été mal dans ma peau parce que j'arrivais pas, en fait, à être comme ça, j'arrivais pas à rentrer dans le moule et moi, je voilà, bah, je pense que enfin, il y a plusieurs personnes, enfin, il y a de nombreuses personnes qui ont cet esprit un peu rebelle et moi, j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas et je trouvais enfin, dans un sens, j'ai pas été formatée, mais dans un autre sens, pendant longtemps, je me sentais mal par rapport au fait que j'arrivais pas à être formatée et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, c'était un atout parce que, heu, parce que je pensais par moi-même. Mais même si on n'arrive pas à te formater, on arrive à te faire croire que c'est pas bien Que c'est pas normal, que tu rentres pas dans les cases. et que ça va pas. Ouais, c'est assez incroyable, hein. Et du coup, comment est-ce que tu es devenue aussi engagée, toi? Comme je disais, depuis petite, j'ai toujours été une rebelle, en fait. J'ai toujours été une rebelle par rapport à plein de choses, en fait. Heu Je pensais que ça venait de mon enfance, mais ma mère me raconte souvent que même tout petit bébé, j'avais des attitudes de rebelle et je grognais pour, quand ça me plaisait pas et tout. Donc je pense que, tu vois, on a l'éducation et on a aussi quelque chose d'inné en nous. Donc déjà tout Dans bébé, notre tempérament? Ouais. ouais, je pense vraiment qu'on a un autre caractère depuis la confection, en fait, et c'est ce que ma mère me dit. Et par contre, dans mon enfance, il y a eu plein d'étapes qui ont fait que je me suis très vite, enfin, j'ai très vite perdu ma naïveté et j'ai très vite été, engagée sur certains sujets. Donc par exemple, dès que j'ai été en âge de comprendre, la vie, mes parents m'ont expliqué que, mon oncle était atteint du sida, et qu'il avait du coup plein d'autres maladies parce qu'à l'époque, c'était dans les années 80 donc quand tu avais le sida, tu avais quasiment toutes les maladies qui passaient, qui t'arrivaient dans l'organisme et mon oncle avait aussi les hépatites et donc mes parents m'ont bien, avec mes frères, j'ai 2 frères que j'aime beaucoup, mes parents nous ont bien expliqué que, mon oncle était malade et qu'il fallait absolument pas qu'on touche à ses rasoirs, à ses brosses à dents et cetera. Non pas pour le sida, mais pour les hépatites, et puis les rasoirs aussi pour le sida, s'il y avait des coupures et cetera. Donc très, très vite, en fait, j'ai compris que la maladie existait, que mon oncle était en train de mourir, parce qu'à l'époque, il avait une très faible espérance de vie, que donc j'allais le perdre et qu'en plus il était gay. Il était gay et il était toxicomane. Donc tu vois, ça fait beaucoup d'infos, quand tu es petit et là, du coup, j'ai commencé à être, quand j'entendais des gosses se traiter de pédés dans la cour, j'avais envie de les encastrer. Je le faisais pas parce que j'avais pas envie de me justifier et cetera. Mais j'ai déjà connu plein de petites choses comme ça qui ont fait que mon mental de guerrière s'est forgé. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que je connais pas toute la moitié de ma famille. Je connais mon père, mais je connais pas la famille de mon père, pour tout un tas de raisons, y compris parce que ma mère est fille d'immigrés. Donc tu vois, j'ai ressenti le rejet aussi, mais j'étais admirative, de voir mon père se couper de sa famille par amour pour ma mère. Du côté de ma mère, il voulait pas forcément de mon père parce qu'il venait d'une famille pauvre et qu'il était pas espagnol, tu vois? Enfin, j'ai grandi là-dedans
En mode, j'observais tout, je comprenais pas tout, j'étais pas d'accord avec tout, mais tu vois, je me forgeais déjà un petit truc. Une opinion, par rapport à tout ça, ouais. Ouais, donc il y a eu tout ça dans mon enfance. Ensuite, mon oncle est décédé, ça m'a franchement, ça m'a tuée et même encore maintenant, ça me tue. J'arrive pas à m'en remettre. Ouais, tu disais sur Instagram que tu avais pas fait ton deuil, que tu t'en étais jamais remise. Non, Mmh. non et par contre, j'ai appris que c'était pas grave de pas faire son deuil. Moi, j'ai pas fait mon deuil, mais du coup, tu vois, genre, j'y pense tous les jours. Alors que mes frères l'ont oublié. Il est mort en début des années 2000. Moi, je l'ai pas oublié et c'est comme ça et je me dis: «Bah, il est à côté de moi, quoi». Enfin et pourtant, je crois pas forcément à tous ces trucs, mais il est dans ma vie et je l'aime trop et voilà, je suis contente avec ça, tu vois? Il y a pas de souci. L'étape d'après, c'est quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu mon bac, j'avais 1 an d'avance, je suis partie aux États-Unis et j'ai été 6 mois à Miami, donc ça peut faire rêver, mais là encore, j'ai encore développé mon esprit critique parce que là-bas, c'était beaucoup de m'as-tu vu, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de chirurgie esthétique et c'était la chirurgie esthétique à outrance, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'y étais, en 2004, la mode, c'était de se faire retirer des côtes pour avoir la taille fine. Mon Dieu, toujours plus, quoi. Mmh. Ah ouais, non, mais ça m'a complètement choquée. Je suis partie, j'ai déménagé à Los Angeles dans une université et donc là, je me suis retrouvée dans une université afro-américaine et enfin en grande partie afro-américaine et là, j'ai découvert les luttes de gangs. Donc c'était les gangs, qui s'entretuaient, c'était les noirs et les mexicains. J'ai aussi découvert, privilège blanc et l'attitude des blancs envers les noirs. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, moi je venais d'une banlieue. Ça aussi, ça m'a forgée d'ailleurs de venir d'une banlieue, mais je venais d'une banlieue et moi je parlais à tout le monde et j'arrive et je leur parle et ils étaient choqués que je leur parle et donc après ils ont très vite compris que j'étais française et que j'avais pas la même culture, mais moi j'avais jamais conscientisé que c'était comme ça là-bas. C'est certainement plus comme ça là-bas parce que ça fait 15 ans maintenant, mais c'était comme ça à cette époque-là et ça m'avait choquée. J'ai aussi découvert que mes potes, pour aller à l'université, ils avaient besoin de bourses, donc souvent sportives, qu'ils avaient 2-3 jobs en plus à côté et qui, du coup, ne rataient aucun cours, ils dormaient peu. Enfin, j'étais admirative de leur courage. Là où moi, je leur racontais que mes potes au lycée, pour se la raconter, ils séchaient des cours et Ouais, on n'a pas du tout la même, le même rapport à l'école et à l'éducation, effectivement. c'est une autre forme de rébellion de sécher les cours, mais j'ai juste vu deux mondes différents et mes potes n'arrivaient pas à comprendre en quoi c'était cool de sécher les cours, tu vois? Et là, je me suis dit: «Ah ouais» et j'ai vu aussi qu'il y avait pas d'assurance maladie là-bas, qu'il y avait pas d'assurance chômage, donc je me suis dit: «OK, en France, on a quand même vachement de chance». Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu mon enfance en banlieue où, quand j'étais petite, plusieurs fois, on s'est fait contrôler par des flics. Les flics me regardaient, me disaient: «Pourquoi tu traînes avec des noirs? Pourquoi tu traînes avec des arabes?» devant mes potes et donc tu vois, quand on me dit que le racisme n'existe pas, ça me rend dingue parce que je l'ai vu, je l'ai vu, bien sûr que ça existe, évidemment que ça existe et voilà, tu vois? Donc toutes ces petites choses ont fait que déjà, j'avais un esprit très fertile à la rébellion. Et est venue la pilule contraceptive, La fameuse. la fameuse qui a tout déclenché chez moi, parce que on me l'a donnée à 14 ans alors même que j'avais pas d'acné, parce que je venais en fait juste parce que j'avais des gerçures autour du nez, et je suis repartie avec la pilule pour éviter la crise d'acné. Enfin, c'était hallucinant, mais en fait avec ma mère, C'est n'importe quoi ce que les c'est des dermatos, du coup, c'est une dermato qui t'a, c'était une dermatologue. déjà, est-ce que c'est normal que les dermatos nous prescrivent la pilule? Je suis Bah pas non, sûre, moi. bah non, mais alors c'était du coup au début des années 2000, c'était pas encore une pilule, enfin je sais pas. Je crois que c'était un traitement contre l'acné, mais qui en plus était contraceptif. Bref, on m'avait présenté ça, enfin j'avais rien compris, mais moi je voyais déjà des copines qui avaient de l'acné, j'en voulais pas, j'ai dit: «OK». Donc j'ai pris ça à 14 ans. J'avais même pas eu d'expérience sexuelle, donc du coup j'ai jamais connu la libido. J'ai pris ce truc, j'ai grandi, j'ai commencé à avoir des épisodes dépressifs, j'ai commencé à avoir des migraines. Sauf qu'à 14 ans, j'avais eu aussi un accident assez grave qui m'avait. C'était au ski, je suis tombée en snowboard, j'ai terminé à l'hôpital parce que j'ai fait un traumatisme crânien. Et en fait, on m'a dit que mes migraines étaient dues à ça, ce qui était plausible, donc je l'ai cru.
J'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi. J'ai, fini par avoir 21 ans, je suis devenue hôtesse de l'air et là, je me suis dit: «Roxane, tu vas plus pouvoir prendre ta pilule à heure fixe parce que tu vas avoir des horaires décalés» et j'ai arrêté la pilule et on m'a mis un implant dans le bras et là, j'ai commencé à avoir des migraines d'autant plus violentes, à avoir de l'acné, à perdre mes cheveux et là, du coup, je me suis dit pour la première fois de ma vie: «OK, il y a un souci avec cette prise d'hormones en tout cas». Parce que là, je change de contraception, il y a un changement qui se passe dans mon corps, il y a un problème. Mais je l'ai pas compris tout de suite, en fait. J'ai d'abord cru en fait, on m'avait tellement mis dans la tête que c'était anodin, que j'ai d'abord cru que c'était, mon nouveau métier, parce que quand tu es dans l'avion, l'air est très sec, tu subis des variations de pression, tu dors à des horaires complètement, irréguliers et du coup, bah, tu es fatigué, tu manges un peu différemment parce que tu as des plats dans l'avion qui sont peut-être un peu plus gras. Tu vois, j'avais pensé à tout sauf à ça, jusqu'à ce que je me dise: «Mais en fait, le truc qui a changé, c'est mon implant». Et donc là, tiens-toi bien, j'ai commencé à me dire: «J'ai tellement mal à la tête que je vais m'éclater la tête contre un mur, à un moment ça me soulagera» et les médecins ne voulaient pas m'enlever mon implant. Ils le refusaient. Ils me disaient: «Non», ils me disaient: «Non, il faut attendre» et je me suis dit: «Mais attends, je suis pas un cobaye quand même». Ah, c'était horrible. En plus, j'avais des règles irrégulières au possible. Enfin, j'étais hôtesse de l'air. Quand tu es hôtesse de l'air et que tu as tes règles, ça fait mal. Imagine au sol, ça fait mal, avec les variations de pression, c'est encore pire. J'avais des boutons partout, je devais me tartiner la gueule de fond de teint, donc ça n'arrangeait rien et j'ai fini aux urgences parce que mon père m'a emmenée aux urgences et il a dit au médecin: «Retirez-lui ce truc, quoi». Moi, j'en pouvais plus. On m'a retiré mon implant aux urgences parce qu'on voulait pas me l'enlever. Donc là, j'ai commencé à péter un câble et de mes 21 à mes 28 ans, ce qui est quand même une plage de 7 ans, j'ai essayé j'ai essayé d'arrêter la pilule à plusieurs reprises. Pourquoi essayer? Je vais l'expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est que quand on arrête la pilule, il y a plein de femmes pour qui ça se passe bien et il y en a plein d'autres pour qui la variation d'hormones fait qu'elles perdent leurs cheveux, qu'elles ont de l'acné, qu'elles ont plein d'effets secondaires, ce qu'on appelle l'effet rebond et moi, en fait, à chaque fois, je subissais ces effets et je trouvais pas de solution et quand j'allais voir l'endocrinologue, le gynéco, le dermato, on me disait: «Soit tu prends Roaccutane, soit tu prends des antibiotiques, mais c'est très mauvais, soit tu reprends, il n'y a pas d'autre solution, tu es une personne acnéique et tu as de l'acné adulte». Donc voilà, à chaque fois, je reprenais la pilule jusqu'à ce qu'à mes 28 ans, je me réveille, mais vraiment avec une ampoule au-dessus de la tête. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit: «Oh putain, je vais me sevrer comme une droguée», tu vois? Et là, j'ai commencé à couper mes comprimés et j'en ai pris 3/4 pendant 2 mois, un demi pendant 2 mois et un quart pendant 2 mois. J'ai fait un sevrage sur 6 mois. Tout en faisant ce sevrage, j'ai commencé à me renseigner, sur l'alimentation. Donc j'ai commencé à manger, vachement plus végétarien, en plus de manger, vachement plus bio. Donc j'ai commencé à découvrir le lobby agroalimentaire, qui m'a fait découvrir le lobby pharmaceutique et les liens entre les 2 et ainsi de suite, tous les lobbies. Et là, j'ai ouvert les yeux sur le monde. Une cause en amène une autre, hein. Mmh. Tout est lié, tous les lobbies sont liés. Et du coup, là, j'ai ouvert les yeux, mais non pas parce que j'ai appris comme ça, mais c'est parce que c'était par la force des choses. J'étais face à un vide intersidéral, les médecins ne m'écoutaient pas, ne voulaient pas m'entendre, ne me disaient que je fabulais, que je ne vivais pas toutes ces choses et que c'était ma condition qui était comme ça et qui resterait comme ça toute ma vie et en fait, j'ai refusé d'y croire. Donc j'ai lu des tonnes d'articles, j'ai regardé des tonnes de documentaires dans toutes les langues. Et là, c'est là que j'ai commencé à péter les plombs totalement et à devenir militante, donc à 28 ans, parce que j'ai dû me renseigner par moi-même et je crois savoir et je pense que ça va parler à plein de gens, qui t'écoutent là. En fait, on a ces prises de conscience à des moments où on a soit un problème de santé, soit, parce qu'on tombe enceinte, soit parce on vit un gros choc dans notre vie et c'est les moments où on est amené à se renseigner par nous-mêmes qu'on apprend le plus. C'est pour ça que souvent sur Instagram, quand les gens me posent des questions, je leur dis: «Renseigne-toi, parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas apprendre». Déjà, j'ai pas le temps de répondre, mais c'est comme ça que tu vas apprendre et c'est comme ça qu'on apprend le mieux parce qu'un sujet en amène un autre. Donc voilà, j'ai fait une grande réponse à ta question, mais j'étais obligée de passer par toutes ces étapes pour te dire comment j'étais devenue, en fait, celle que je suis maintenant. Voilà. Ouais, ouais et généralement, de toute façon, on devient engagé, parce qu'on est touché par quelque chose directement
et c'est souvent dans ces moments-là effectivement que notre esprit un petit peu, ouais, bah, engagé, qu'on enfin se on éveille notre conscience en fait quand on est touché directement par des injustices, par des bah, voilà, toi tu pas été prise en compte, par le corps médical, ce qui est un scandale. Vraiment les douleurs féminines, sont vraiment enfin en tout cas ce qui concerne les femmes, est vraiment, invisibilisé et pas pris au sérieux et c'est tellement pas normal. Donc c'est vraiment quelque chose qui me rend folle et je reçois tellement de témoignages dans ce sens-là et il y a vraiment quelque chose à dénoncer à ce niveau-là. Enfin, il y a tout à dénoncer globalement. Il faut parler, il faut crier. Il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole et souvent quand les femmes crient, on les traite d'hystériques, mais on s'en fout. Soyons hystériques, on s'en fout. On a des choses à dire, bah, faut les dire, point. Après on te juge, bah, tant pis, moi je m'en fous complètement, quoi. Ouais, ça dérange, hein, ça dérange. Ça dérange, mais il faut oser et plus on criera fort, plus on se fera entendre. Parfois on crie trop fort, mais c'est la seule manière de se faire entendre et c'est ça qui crée des discussions par la suite donc ouais, libérons la parole, totalement, comme tu le fais, comme je le fais, comme plein de gens le font, et il faut surtout, qu'on soit pas les seuls à le faire parce que je pense que ça viendra, ça va faire une transition pour les prochains sujets qu'on va aborder, mais si on est trop peu à crier, on va s'épuiser, en fait. Donc il faut que tout le monde crie avec nous. C'est vrai et surtout les personnes privilégiées. Mais en tout cas qu'elles donnent de la visibilité, sans prendre la parole à la place des personnes concernées. Mais qu'elle donne de l'espace et de la visibilité aux personnes, qui subissent des injustices et des discriminations. Mmh. Ouais, bah, parlons-en des alliés. Les alliés, c'est super important. Bah, nous, en tant que femmes, on est en plein dans le féminisme, et on a des amis. Enfin, moi, j'ai mon pote Jérémy qui est un super allié. Et quand on est allié, en fait, il faut faire attention à vraiment ne pas parler à la place des gens qui vivent les luttes, mais partager, leurs récits, partager leurs revendications et prendre le temps d'éduquer, les autres privilégiés en leur fournissant des documents, des livres, des podcasts, des articles, pour aider les personnes qui sont en plein dans la lutte à se reposer un peu. Parce que non seulement ils sont dans la lutte, mais ils vivent aussi, tout ce qui fait qu'ils sont obligés de lutter et dont les discriminations. Donc nous, en tant qu'alliés, il faut vraiment qu'on soit là en backup et en soutien, total et je parle de Jérémy, mais moi je suis alliée dans la lutte antiraciste, il est allié dans la lutte féministe, tu vois? Enfin, on est on est tous ensemble, on a tous des privilèges déjà parce qu'on vit en Occident, et après, voilà, il faut juste qu'on s'accorde tous pour être les alliés, les uns des autres et quand il y en a certains qui comprennent pas, bah, c'est aux alliés d'éduquer, ceux qui comprennent pas parce que voilà, chacun sa part du travail. Ouais, c'est ça et vraiment je pense que pour être un allié, j'aime pas dire un bon allié parce que mais en tout cas pour être un allié, je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'écouter les personnes qui subissent ces discriminations et ne pas, dédramatiser ce qu'ils vivent et c'est un peu ce qui se passe en ce moment et je trouve ça un peu dommage de, ouais, de pas suffisamment écouter, la et de pas prendre en compte, en fait, ce que les personnes, concernées essayent de dénoncer. C'est simple, si tu vis pas la discrimination, tu peux pas la juger parce que tu l'as jamais vécue et tu as raison de parler de bons alliés parce qu'il y a des bons et des mauvais alliés. Parce que là, tu as aussi des alliés opportunistes, hein. Tu as tous les gens qui voient que les luttes émergent, d'un coup ça devient une mode, tu sais? Et tu en as plein qui commencent à poster des trucs alors qu'avant ça, ils en avaient rien à foutre. Hem, donc il y a des opportunistes, il y a des gens, qui ont peur d'être montrés du doigt et qui deviennent alliés alors qu'ils comprennent rien et qu'ils sont même pas renseignés. Donc tu as les bons alliés qui sont sincères et qui sont là depuis le début. Tu as les bons alliés qui sont sincères, qui sont pas là depuis le début, mais qui ont pris le temps de se renseigner, de comprendre la problématique et de rejoindre la lutte. Et tu as tous les putains d'opportunistes. Je suis désolée de parler comme ça, mais souvent, tu sais, on me dit: «Roxane, tu es vulgaire». Mais en fait, mais la violence des mots, elle est rien comparée à la violence des faits. Donc, moi, je suis un miroir. Souvent, tu m'insultes, je t'insulte. On va me dire que c'est pas la bonne chose à faire, la communication non violente, et cetera. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis dans le miroir, je suis dans la spontanéité, je suis dans l'authenticité. Je trouve ça abusé qu'on te dise comment tu dois réagir. Je m'en fous. Je m'en fous. Je me dis qu'au pire, tu vois, c'est quand même des réactions. Et les gens qui me disent: «Ah, tu vulgaire», c'est quand même qu'ils ont entendu mon message et que ça les a irrités quelque part.
Donc après, je suis comme je suis, moi, je peux pas devenir quelqu'un d'autre. Je sais que je plais pas à tout le monde et c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres comptes, qui leur plairont plus, avec des contenus qui leur plairont plus et c'est le fait qu'on soit tous et toutes différents et différentes dans ce microcosme, green, antiraciste, féministe, machin, machin. C'est notre complémentarité qui fait que ça fonctionnera, en fait. Donc on est tous et toutes différents, gardons nos identités. On plaira jamais à tout le monde, mais c'est pas grave. Non, il y a plein de militants de façons de militer différentes et c'est hyper important justement parce que c'est un petit peu ça le souci, j'ai l'impression dans notre société actuelle, c'est justement que la différence, bah, on considère ça comme quelque chose de mauvais et c'est ça qui nous a d'ailleurs amené à tout ce qui va pas bien dans ce monde aujourd'hui, j'ai la sensation et justement, c'est hyper important de garder cette différence dans les façons de militer parce que ça c'est comme ça que ça parlera au plus de monde possible et hem et bah, ma façon de militer va peut-être pas parler à certaines personnes alors que la tienne leur parlera et voilà, c'est hyper important que les personnes puissent s'identifier, je trouve que s'il y a une seule façon de militer, mais ça sert à rien, personne pourra s'identifier, et ça parlera pas à tout le monde et c'est pas au final, c'est hyper important de garder cette diversité. C'est dans la diversité que enfin, pour moi, la solution, c'est la diversité et à tous les niveaux, en fait. C'est la complémentarité des tactiques, c'est évident. Et c'est ce qu'on disait, tout à l'heure, en fait. Heu, les gens ont l'habitude de choses lisses, mais non, il faut cultiver notre individualité. On a tous et toutes un caractère différent, des manières de faire différentes et c'est en étant comme ça qu'on va, voilà, justement capter l'attention des gens qui sont aussi différents, au fond d'eux. Et du coup, toi, comment est-ce que tu nourris ta réflexion, que ce soit pour être une alliée ou pour nourrir de toute façon, enfin, toutes les luttes que tu as envie de mener, que ce soit, bah, pour l'écologie, pour le féminisme, pour tout ça? Je marche beaucoup à l'intuition depuis toujours et heu et en fait, j'ai des phases, totalement différentes, tu vois? Déjà, j'écoute beaucoup les gens. J'écoute beaucoup les gens et j'observe beaucoup. J'ai toujours beaucoup observé, depuis toujours et en fait, en fonction de la prédisposition de mon cerveau, parce que je parle souvent de mon cerveau comme une personne indépendante, parce que je t'assure que parfois il en fait vraiment qu'à sa tête. En fonction des prédispositions de mon cerveau, je vais plus enfin, il y a des moments où je vais réussir à lire très facilement, d'autres pas du tout. Des moments où je vais pouvoir emmagasiner plein d'infos, d'autres où je vais être dans je vais tout couper, je vais plus regarder les infos, je vais plus rien écouter, je vais plus rien lire et je vais juste être dans le ressenti, enfin, en fait, ça dépend des périodes. En fait, on n'a pas toujours l'espace disponible pour faire, certaines choses. Ça, il faut vraiment que les gens, le sachent, enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, tu connais plein de choses et tout», mais sachez qu'il y a des moments où j'arrive pas à lire, hein. Il y a plein de moments où j'arrive à rien faire et d'ailleurs, c'est important de ne rien faire parce que ça permet aux idées de se mettre en place. Il y a des jours où je ne fais rien, mais je ne fais vraiment rien, où je me balade, et ça me fait du bien. Après évidemment, si je devais conseiller, 2-3 petites choses, on évite, les chaînes d'infos en continu. Ouais, voilà, comment est-ce qu'on fait pour s'informer correctement en dehors des médias mainstream justement? Ouais. Mmh. En fait, disons que les chaînes d'infos en continu, ça peut être intéressant, mais il faut juste garder à l'esprit que c'est des infos qui sont chaudes, voire, bouillantes et il y a pas de recul sur ces infos et parfois, il peut y avoir, des ratés, il peut y avoir des infos, des fake news qui sortent et puis c'est souvent des voilà, c'est pas réfléchi, il y a pas de recul donc il faut prendre ça avec, des pincettes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des infos qui se disent objectives, mais qui ne le sont pas, en fait. Et ça, c'est un truc qui me dérange énormément dans le journalisme aujourd'hui, c'est qu'on prétend à l'objectivité, alors que l'objectivité n'existe pas, en fait. C'est pas possible. Le choix d'une info en elle-même est subjective, en fait. Ouais, ouais, alors il peut y avoir une relative objectivité. Mais de toute façon, voilà, comme tu dis, le choix d'une info, c'est le choix d'un ou de plusieurs humains ou humaines. Donc déjà de base, c'est pas forcément objectif et ta grille de lecture et ton contexte fera que tu traiteras l'info d'une certaine manière. Mais après, il y a de la relative objectivité parce qu'il y a quand même des journalistes et beaucoup de journalistes qui font l'effort d'essayer d'être objectifs. Après le problème, pour moi, le problème, c'est plus, si tu veux, le fait qu'on nous fait croire que c'est objectif.
et c'est pour moi, c'est pas grave le fait que ce soit pas objectif. C'est pas du tout c'est au contraire, c'est très bien, mais c'est juste de ne pas faire croire que ça l'est et que du coup, ça sous-entend que c'est la vérité absolue, en fait. Alors il y a ça, je suis d'accord avec toi et il y a aussi le fait qu'il y ait pas de recul. Donc c'est pour ça que généralement, moi je conseille vraiment les livres. Les livres, c'est super intéressant parce que, c'est des sujets de fond qui sont traités. Les documentaires, après attention, les documentaires d'Arte sont généralement très, très bien. Les documentaires qui sont, sur le site Preuve par Image sont également très bien. Il y a des documentaires sur Netflix qui sont très bien aussi, mais il y en a plein d'autres sur Netflix qui sont pas objectifs du tout et qui sont pas bien sourcés. Et d'ailleurs, je pense que, tu dois être au courant, mais tu vois, par exemple, Cowspiracy, qui est un documentaire, qui prône le véganisme, il est très bien, mais sauf qu'il est pas bien sourcé. Et d'ailleurs, il y a L214 qui a fait, un article en disant: «Voilà, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai». Et donc il faut toujours faire attention, en fait, parce que, il faut faire attention aux biais aussi, aux biais cognitifs. On va vachement plus, on va vachement mieux recevoir des informations si elles vont dans notre sens. Ça va être plus difficile quand elles vont dans le sens inverse, mais sauf que c'est généralement quand ça va dans le sens contraire que c'est plus intéressant, parce que ça nourrit des réflexions en nous. Mais bon, là je pars sur un autre sujet, mais pour revenir à ta question, c'est les livres, les podcasts, les documentaires, les magazines aussi, genre les magazines comme Socialterre, les comptes aussi, les comptes militants, les comptes sur Instagram. Il y a beaucoup de comptes qui sont créés par des non-journalistes, mais c'est pas parce qu'on est journaliste, qu'on n'est pas journaliste qu'on n'est pas qu'on n'est pas bon. Mais que notre parole n'est pas valable, ouais, tout à fait, ouais. Exactement, et justement, en n'étant pas journaliste, on n'est pas formaté. Et donc du coup, ça nous permet de créer des contenus qui sont totalement nouveaux et novateurs, parce qu'on n'a pas été, formés, par une école à faire ça, comme ci, comme ça. On fait les choses, à l'arrache parfois, mais ça apporte, des infos nouvelles et des infos intéressantes. Je pense que c'est ça qui plaît et c'est pour ça que les comptes militants, sur Instagram prennent, une telle ampleur. C'est que justement, on sort de ce formatage et ça plaît, voilà, ça libère réellement la parole et ça parle de la vraie vie, donc et des vrais problèmes qu'on rencontre et des discriminations qu'on subit et cetera et c'est ça qui plaît, je pense. Mmh, et il y a autre chose que j'aime moyennement dans le journalisme, c'est qu'on pose des infos. Voilà. Moi, ce que je fais beaucoup, d'ailleurs, si tu regardes mon compte, je pense que tu t'en es rendu compte, j'ai dit 2 fois compte, c'est chiant, mais c'est pas grave. Je pose beaucoup de questions et il y a des gens qui me disent: «Mais Roxane, tu poses plus de questions que tu n'as de réponses». Mais moi, je l'assume, en fait, parce que c'est bien de se poser des questions. On s'en pose pas assez d'ailleurs. Non, on s'en pose pas assez et tu lances beaucoup de débats et je trouve ça hyper pa c'est tellement passionnant. Ça amène justement à réfléchir, en fait. Exactement. C'est ça que je veux et moi, j'ai pas envie de donner des réponses aux gens. Je veux qu'ils réfléchissent, parce qu'ils sont capables de réfléchir et de réflexion. Donc voilà. Non, mais c'est hyper important, bah, de toute façon, moi, je suis fan de ton travail, je pense que tu le sais, C'est mais gentil. Ouais, moi aussi je suis fan de toi. Je suis fan de ton travail et je suis fan de toi. Parce qu'il faut pas oublier des gens derrière les comptes. Non, mais parce que souvent on oublie, tu vois, on nous pose 1000 questions en se disant: «Vas-y». Non, enfin il y a une personne derrière un compte qui a une vie, qui n'a pas forcément le temps de tout, qui a des émotions et cetera. Donc voilà, il faut juste garder ça à l'esprit. ouais, c'est vrai qu'on a tendance, à l'oublier. Enfin nous non, parce que nous on est créateurs de contenu et créateurs et créatrices et on le sait. Mais il y a des gens qui sont sur Instagram qui se rendent pas forcément compte et c'est pas méchant de leur part. C'est juste, il faut vraiment se rappeler que quand on voit une question, est-ce que tu pourrais pas, à la place, aller rechercher les choses par toi-même ou fouiller dans le contenu de la personne par toi-même pour trouver ta réponse? Parce que la personne à qui tu envoies un message, elle reçoit certainement 50 voire 100 messages par jour et c'est compliqué. Mais ce que je voulais te dire aussi, par rapport aux sources d'infos, il y a un podcast, si je devais le conseiller, en fait, c'est pas un podcast, c'est une émission qui, du coup, est disponible en podcast. Ça s'appelle De cause à effet et c'est sur France Culture. Donc ça, c'est sur le thème de l'écologie et je trouve l'émission très bien faite. Il y en a une par semaine qui dure à peu près 1 heure et qui est très bien construite avec toujours des sources, des invités, et des pistes pour aller plus loin, avec un petit journal à chaque fois de l'actualité écolo. Si vous deviez écouter un seul podcast sur les thèmes de l'écologie, c'est celui-là, parce qu'il est vraiment très bien.
Voilà, j'essaie de pas donner trop d'infos parce que sinon on s'en sort plus. Mais voilà, ça c'est le truc auquel c'est le podcast auquel je reviens toujours parce que, c'est la base en fait. C'est la base. Le podcast de cause à effet. De toute façon, je mettrai, les références, dans le, dans la description. Vu qu'on parlait de la pilule tout à l'heure et qu'on n'en parlera certainement plus, j'ai créé un groupe sur Facebook, de parole pour toutes les femmes qui passent par les problématiques, à l'arrêt de la pilule et pendant la prise de la pilule. C'est un groupe que je gère moi-même, que je modère moi-même et qui compte plus de 4 000 femmes à l'heure actuelle. Donc, si tu veux mettre le lien dans la barre info. Ouais, je le mettrai. Il y a aucun but commercial dessus, c'est vraiment juste, un groupe d'aide et d'échange. Donc, voilà, si vous êtes, mesdames, dans ces problématiques-là, si vous vivez ces problématiques, n'hésitez pas à le rejoindre et il y a des femmes qui sont là depuis 5 ans, donc en fait, il y a plusieurs générations de post-pilule, celles qui ont déjà arrêté et qui vont déjà mieux, celles qui sont en plein dedans, celles qui voilà, enfin, il y a tout un tas de profils, qui pourront vous aider à traverser ces phases difficiles. Et surtout, du coup, vous n'êtes pas seule, en fait. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. Et ça vous soulagera et ça vous donnera de la force pour passer cette phase délicate qui dure 1, 2, 3 ans après la pilule et vous irez mieux, tout le monde va mieux à un moment donné. Et justement, en parlant de force, comment toi, est-ce que tu fais pour gérer, toutes ces informations négatives, et garder le moral, préserver ton mental? On parle beaucoup en ce moment de burn-out militant et c'est vrai que moi-même, j'ai beaucoup de mal à gérer tout ça parce que je reçois énormément de témoignages extrêmement violents, notamment sur mon compte Sorcière ta mère et c'est vrai qu'il y a des fois où, bah, déjà je perds un petit peu foi en l'humanité et où, ouais, c'est pas facile, je trouve, de gérer toutes ces informations et donc toi, tu es plongée clairement dans des choses, assez, dramatiques avec l'écologie, avec, tout ce que ça implique, toutes les conséquences et la peur de l'avenir et comment tu fais pour gérer tout ça, toi? Eh bah, écoute, déjà, je vais commencer par te dire que je suis très heureuse. Je suis super heureuse, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai vécu des phases très, très difficiles, notamment quand j'ai vraiment commencé à ouvrir les yeux, quand j'avais 28 ans déjà. Ensuite, quand j'ai découvert la collapsologie il y a à peu près 2 ans, j'ai vraiment déprimé, mais violemment, hein. J'arrivais à des moments à faire des nuits blanches et je pense que ça, c'était il y a 2 ans. Je me rappelle le jour de l'an, c'était le 31 décembre. Je suis pas sortie parce que j'étais super mal et ce jour-là, j'ai pas dormi et je crois que c'était le point le plus bas de ma vie. Enfin, peut-être pas de ma vie parce que j'ai eu d'autres phases difficiles dans ma vie, mais j'étais très, très, très mal. Dans ta vie de militante, peut-être? Ouais, dans ma vie de militante. Et j'ai été très, très mal. Donc j'ai été très mal assez souvent. C'est des hauts et des bas constants, mais je crois que j'ai trouvé mon équilibre. Et dernièrement, je disais sur Instagram que ma constance était faite d'inconstance. Et en fait, quand tu t'écoutes, en fait, la clé, c'est l'écoute. Et ma constance, comme je le dis, elle est faite de hauts et de bas. Et en fait, quand je suis dans des bas, je sais que ça va remonter. Et je me connais, en fait. Et donc, quand je suis dans des bas, je sais que c'est des moments où je vis assez mal tout ce qui m'arrive, mais je suis comme sur une petite barque et je navigue. Je navigue et j'observe et j'arrive même à me nourrir de ces phases-là, tu vois? J'observe, je dis: «Mais pourquoi tu ressens ces choses-là? Hem, Comment tu peux t'en servir pour avancer?» Et à chaque fois, je suis plus forte et là, je suis hyper solide maintenant parce que déjà, je me nourris de mes combats, tu vois? Mes combats ne me prennent pas de l'énergie, ils me donnent de l'énergie. En fait, tu sais que souvent, enfin, de plus en plus, on dit que les petits gestes individuels seront inutiles et c'est le cas parce que, même si tout le monde entier faisait les choses parfaitement, on n'arriverait pas à régler 30 du problème. Mais le fait d'avoir ces gestes, au quotidien, ça te met quand même dans une dynamique d'action. Ouais et c'est vrai que moi je pourrais pas par exemple, tu vois, ben, moi je suis végane depuis des années et je pourrais on me le dit souvent justement: «Oui, bah, c'est pas parce que tu es végane que, les animaux vont arrêter d'être tués dans les abattoirs». Certes, mais moi je peux me regarder dans le miroir, je fais les choses en conscience en fait. Je fais les choses, alors certes d'une certaine façon pour moi, mais aussi pour les animaux, par respect pour le vivant et je pense que ça c'est hyper important, même si on sait qu'effectivement oui, ça va pas changer la face du monde du jour au lendemain, ça c'est clair.
C'est hyper important de faire les choses quand même et je pense que sous prétexte qu'on peut pas tout changer d'un coup, on peut pas ne rien faire du tout, quoi. Bah, c'est ce que tu dis, en fait, déjà, ça préserve la santé mentale, d'être le moins possible dans la dissonance cognitive. J'explique la dissonance cognitive. En fait, c'est, pour les gens qui connaissent pas, c'est quand tu as des valeurs et que tu fais l'inverse et ça crée vraiment des problématiques au niveau de la santé mentale parce que, on se sent très, très mal. Mais je pense aussi qu'il faut être assez indulgent parce que l'humain, parfait n'existe pas. En fait, souvent on me fait moi j'appelle ça la police des écolos. Tu te fais vachement attaquer toi, là-dessus. Mmh. Ouais, mais je m'en fous en fait. Enfin bref, je m'en fous de pas mal de trucs. En fait, je me fais attaquer dès que je fais un truc qui va pas, heu qui va pas, précisément avec tout ce que je dis. Mais alors attention, je le revendique, je ne suis pas parfaite et parfois, c'est comme les sportifs qui ont des cheat meals, dans leur régime parfait. Moi, dans mon cheminement, parfois, je fais des choses imparfaites parce que ça me permet de décompresser, mais je les fais en conscience. Donc l'humain, l'écolo parfait est une personne morte. Parce que dès lors que tu existes, tu consommes, tu produis des déchets, tu respires, de l'air pollué, tu pollues. Donc personne n'est parfait. Il faut essayer d'être bien avec soi-même, il faut s'écouter, il faut respecter les autres, hem, mais il faut avoir de l'indulgence. Il faut être sympa avec soi-même parce que sinon on n'y arrive pas et c'est pas en étant en burn-out qu'on va, réussir à combattre. Donc quand je dis qu'il faut s'écouter, c'est que quand on n'en peut plus, on arrête. Si vous regardez les comptes, militants et écolos, plusieurs fois, il y a des gros sujets qui émergent. D'ailleurs là, récemment, il y a le sujet de l'écologie décoloniale qui est arrivé, sur tous les réseaux, enfin surtout Instagram, et Annabelle, Jérémy et Canel qui sont, les personnes qui en ont le plus parlé, ont dû s'arrêter à un moment parce que c'est épuisant. Mais ils ont su s'arrêter. Moi parfois, je m'arrête. Là, c'est ce que je dis, je suis en pause. Je suis pas en pause burn-out, je suis en pause réflexion parce que justement je dois prendre du recul et j'ai pas envie de parler de sujets que je connais pas suffisamment. Donc là, j'ai pris une petite pause pendant laquelle je travaille quand même, j'écris mon livre et cetera, mais je me sens plus légitime pour aborder certains sujets. Donc en fait, il faut juste se dire qu'on n'est pas parfait, qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on fait des bêtises, mais que c'est pas grave dès lors qu'on les reconnaît et qu'on fait en sorte de travailler à ne plus les faire. Heu, En fait, tout est dans l'écoute, tout est dans la gestion des choses avec bonne intelligence Et bienveillance. et bienveillance. Et quand on y arrive, bah, on devient super solide. Et moi, j'y suis arrivée. Après, attention, hein, j'ai 33 ans, j'ai mis 5 ans. J'ai mis 5 ans. C'est long, C'est c'est long. long de comprendre. On nous apprend pas, en fait, à nous forger par rapport à nous préserver. C'est ça, on n'apprend pas. Donc tu vois, moi, j'ai appris toute seule, mais je peux en parler. Maintenant que j'ai fait le cheminement, je peux en parler et du coup, il y a des gens qui y arriveront plus facilement parce qu'on en parle et c'est aussi super important de montrer ses faiblesses, qui du coup ne sont pas des faiblesses. Moi, je trouve ça fort de montrer ses faiblesses sur les réseaux sociaux et il y en a plein dans ce milieu green, écolo, et plus large de convergence des luttes. Il y a plein de gens qui disent: «Voilà, aujourd'hui, j'en peux plus. Aujourd'hui, j'ai une sale gueule parce que je suis ultra fatiguée, parce que j'ai pas dormi, parce que j'ai réfléchi à ça». Et on est humain, on est humain. D'ailleurs, arrêtez de suivre des comptes qui vous font du mal. Quand je dis qu'ils vous font du mal, c'est pas les comptes qui vous font du mal mentalement parce que enfin, qui vous poussent à réfléchir et qui vous remettent en question, c'est pas ces comptes-là, mais c'est ces comptes qui envoient du rêve et qui vous montrent une réalité qui n'est pas la vraie, enfin qui est déformée. Qui est déformé et qui va amener, à part de la frustration et du mal-être, qui va rien amener de bon, ouais, tout à fait, ouais. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et ouais, enfin, il faut être vigilant, hein, il faut vraiment être vigilant. Donc voilà, j'ai pas de solution toute faite pour, échapper au burn-out puisque j'y ai pas échappé. Mais par contre, voilà, je pense que j'ai déjà dit tout ce qu'il fallait dire à ce sujet, mais il faut s'écouter. Il faut s'écouter. C'est une question d'équilibre, il faut trouver son équilibre. On est tous différents en plus, alors, faut savoir aussi quand même, moi de ce que donc je suis rentrée dans le milieu végan, dans le militantisme par le véganisme, ensuite je suis devenue féministe et c'est vrai qu'il y a faut savoir aussi quand même qu'il y a des phases. Ces phases justement où on découvre tout ça et où on se sent complètement démuni. Quand tu disais par exemple que tu dormais pas, tu faisais des nuits blanches, moi aussi quand je suis devenue végane,
je m'endormais avec des images d'animaux torturés dans les laboratoires et cetera. C'était vraiment l'enfer. Donc faut savoir aussi qu'il y a ces périodes où on est aussi plus en colère, où là, c'est la colère qui va prendre le dessus et je pense qu'il y a vraiment différentes étapes et ça, faut le savoir. Heu, c'est normal, c'est légitime, la colère est légitime, la tristesse, elle est légitime aussi. On vit dans un monde extrêmement violent, donc faut le savoir et après, faut apprendre aussi, faut surtout pas culpabiliser de se préserver et effectivement, comme tu disais, voilà, de faire des pauses, c'est hyper important. Hem, je crois que du coup, tu vois, je suis en train de me rendre compte, par exemple, que j'en fais pas suffisamment moi de Ah ouais, pauses mais il faut, hein. et que du coup, je m'épuise. Ouais, il faut mais je culpabilise en fait Non! quand j'en fais pas. Ah! Quand j'en fais Ah, plutôt. je dis l'actrice. Non, non, quand j'en fais, oui. Donc non, c'est pas bien, c'est pas bien. Enfin, faut vraiment, faut être bienveillant avec soi pour pouvoir être bienveillant avec les autres, en fait. Mais je voudrais rajouter un truc très, très, très important et qui m'a fait beaucoup de bien et ça, c'est vraiment notez-le, c'est très, très, très important. Il faut arrêter de s'en prendre au comportement individuel parce que ce sont des symptômes. Il faut s'en prendre au système. Tout ce qui va mal, c'est lié à un système. Les si on s'entretue, bon, c'est fort parler de dire s'entretuer, mais si on se pointe tous du doigt entre nous, là, petit peuple qui a des comportements qui certes ne vont pas, heu, mais en fait, il faut qu'on arrête de garder ça entre nous et de se faire du mal entre nous puisqu'en fait, les comportements que j'appelle symptomatiques viennent d'une cause et le cause, c'est le système. Donc il faut vraiment qu'on arrête de, se pointer du doigt entre nous. Donc comme on disait, les comportements individuels sont importants parce qu'en plus, ils permettent de s'inscrire dans une lutte et d'être en accord avec nous-mêmes. Ils permettent, voilà, d'avoir quand même un petit impact. Donc c'est important. Mais si tout va mal, c'est à cause d'un système et c'est le système qu'il faut viser. Et quand tu arrêtes d'utiliser ton énergie parce que telle ou telle personne, voilà, mange de la viande ou utilise de la bouteille en plastique ou fait je ne sais quoi d'autre qui va pas, écologiquement parlant, on épuise notre énergie à attaquer des symptômes. C'est comme dans la médecine. Si tu traites que les symptômes, ta maladie, elle disparaîtra pas. Tu vas juste étouffer les symptômes et la cause créera d'autres symptômes à côté. Donc il faut vraiment quand tu arrives à te détacher, de ton aversion pour les comportements individuels problématiques, ça soulage énormément. Moi, j'y travaille encore, hein. J'ai envie de mettre des tartes aux gens qui jettent les mégots dans la rue. J'ai encore envie, tu vois? Mais je le fais plus parce que je faut pas que je m'attaque aux gens, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Il faut s'attaquer en masse au système et je dirais, pour conclure, que, tu vois, mon travail, heu, avec mon travail, je cherche plus à faire changer les gens, en fait. Je cherche à les informer, à les faire réfléchir et à susciter une adhésion chez eux. L'adhésion, elle permettra quand il y aura des luttes, plus importantes, ce qui arrivera forcément, je cherche à ce que les gens nous soutiennent, en fait. Nous soutiennent, nous militants, dans nos luttes et ne soient pas, fertiles aux discours qui vont nous discréditer, tu vois? Donc en fait, voilà, c mon but maintenant, c'est de créer une prise de conscience, non pas pour faire changer les gens, parce qu'il y a plein de gens, il faut pas l'oublier qu'il y a plein de gens qui sont pas privilégiés comme nous, qui n'ont pas la possibilité de changer leur comportement individuel, parce qu'eux n'ont d'autres préoccupations que de survivre. Et ça arrive aussi en Occident, hein. Je parle pas de gens dans le monde entier. Bon, évidemment, c'est pas grand dans le monde entier, mais il y a des gens en France qui ont juste envie de pouvoir payer leur loyer et de se nourrir. Et ils ont déjà suffisamment de préoccupations comme ça pour, s'en rajouter d'autres. Donc je cherche juste une adhésion, une compréhension de ces luttes qu'on va mener, qu'on va devoir mener face à un système qui est destructeur. Si les gens ne changent pas, tant pis, si les gens adhèrent, c'est ça qu'on cherche. Voilà. Si les gens adhèrent et comprennent. Et de cette manière, leur esprit ne pourra plus être formaté par la suite quand on essaiera de nous faire passer, heu, pour des, heu, pour des groupes extrémistes ou peu importe, qui essaient juste pas de sauver le vivant, hein. On essaie juste de sauver le vivant, tu vois? L'humanité et le vivant dans son ensemble et ça, c'est pas à horizon 2100, c'est plutôt à horizon 2050, donc c'est dans pas très longtemps. Donc voilà.
Et ben, parfait, c'est une conclusion Ah mais quand je parfaite. disais pour conclure, c'était ma pensée, je savais pas que ça allait conclure le podcast. Mais écoute, oui, oui, je pense que c'est vraiment très, très important les 2 derniers points que j'ai soulevés, tu vois? D'arrêter de juger les gens. Hem, Après il y a juger et juger, tu vois? Tu as des gens qui essayent, et qui sont pas parfaits. Tu as les gens qui sont dans le déni et le déni, c'est un processus, psychologique qui fait que, bah, malheureusement, ils y peuvent rien. Après, tu as les gens qui se plongent dans un déni volontaire, pour se protéger, parce qu'ils ont peut-être pas d'autre choix. Après, attention, il y a le greenwashing, il y a les opportunistes, tout cela, il faut leur taper dessus. Ouais, voilà, c'est vrai que quand on parle de jugement, c'est vraiment entre personnes, lambda, j'ai envie de dire, entre, que ce soit entre militants ou même du coup là je parle d'Instagram par exemple, mais des personnes qui vont attaquer des militants sur Instagram et cetera parce qu'ils sont pas c'est pas suffisant, c'est incohérent, ça stoppe quoi. Nous attaquer, nous, militants, franchement, c'est complètement stupide. Non, mais c'est complètement stupide. Après, attaquer les autres, influenceurs et influenceuses en transition, c'est assez stupide aussi parce qu'en fait, ça leur donne pas ouais, ça les décourage. Après attention, il y a en transition sincère et en transition pas sincère parce que le green, ça devient à la mode. Donc les personnes qui sont en transition pas sincères, on les remarque assez facilement, plutôt que de les attaquer, il faut peut-être leur parler et puis ces personnes changent parce que j'en ai vu des gens qui étaient pas en transition sincère et qui deviennent sincères parce que, bah, en fait, même quand tu mets le doigt dans le greenwashing, tu finis par mettre le doigt aussi dans le green réel et tu évolues. Ça, c'est super complexe, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est il faut attaquer la cause, quoi. La cause. Tout à fait, tout à fait. Et ben, merci beaucoup Roxane, c'était passionnant. De toute façon, j'en attendais pas moins de toi. Merci beaucoup Kala, à bientôt. Vous pouvez retrouver Roxane sur son compte Instagram DearLobbies et sur son site dearlobbies.com. Le jingle a été réalisé par Sorg, un artiste très talentueux que je vous invite à écouter. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter ce podcast si c'est le cas, c'est très important pour moi. Merci pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.